Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai comme toujours l'immense plaisir de m'entretenir avec Martin Prescott. Bonjour Martin. Salut Pierrot, comment vas-tu? Fantastique. Nous sommes en fin d'année 2024, une année qui a vu des rebondissements incroyables sur les classes d'actifs dont nous allons parler, qui sont notamment les cryptos, mais aussi l'or, les métaux précieux. Et nous savons que 2025 va être une année avec beaucoup d'inconnus, avec beaucoup de mystères, avec l'arrivée de Donald Trump, entre guillemets, au pouvoir. Enfin, c'est pas tout à fait au pouvoir, mais en tout cas, qui va être à nouveau, s'il survit jusqu'au 20 janvier, président des États-Unis. Mais je pense que oui. Et nous sommes quand même à l'aube d'une troisième guerre mondiale, si ce n'est on n'est pas déjà dedans, dans des phases préliminaires. Bref, nous allons avoir une année, comme disent les Chinois, intéressante. Oui, rock Martin, and roll. Une comment, année rock and roll. une année rock'n'roll, exactement. Ça, c'est les Canadiens. Alors, justement, comment tu vas d'abord et comment tu vois les choses pour cette fin 2024, début 2025? Merci Pierrot pour l'invitation. D'abord, tel que je te mentionnais un peu plus tôt, Facebook m'a rappelé. Facebook, j'en ai généralement rien à foutre personnellement, parce que les photos de chats et chiens ne m'intéressent pas. Puis la majorité des conversations qui ont lieu sur Facebook, c'est vraiment inutile en ce qui me concerne. Par contre, à l'occasion, je jette un œil et par curiosité, et je suis tombé sur une photo de toi et moi le 9 décembre, il y a quelques années en arrière, lorsqu'on avait passé du temps ensemble. Donc, ça tombait bien, là, ton invitation pour qu'on se rencontre en cette fin d'année 2024. Écoute, je crois que les gens qui te suivent, comme les miens, sur l'espace proactif, ont déterminé que nous sommes dans un chaos plutôt global. D'ailleurs, félicitations pour ton dernier bouquin. Tu avais, comme moi, anticipé un peu tout ce qui était en devenir. Je m'attendais peut-être à avoir des implosions plus rapides, alors que c'est une décélération lente, hein, qu'on est en train de voir au niveau politique, social, économique. Euh, on voit les problématiques où le fascisme a tenté dans les derniers mois de s'installer, que ce soit avec ce qu'on a vu en Roumanie, ce qu'on a vu en Georgie, ce qu'on est en train de voir en Allemagne, ce qu'on est en train de voir en France. Et Pierrot, entre toi et moi, si tu regardes un peu ce qui se produit du côté de l'Amérique du Nord, c'est l'implosion du gouvernement canadien, où Trudeau est le seul qui désire rester au pouvoir alors que son propre parti veut s'en débarrasser. Le parti d'opposition qui est dirigé par un Indien d'origine qui s'appelle Jagmeet Singh, qui est au Parti néo-démocrate, qui soutient, en fait, en tant qu'opposition, il soutient les politiques très gauchistes, très socialistes, en fait, de Trudeau. Et la seule raison pourquoi le mec reste au pouvoir, c'est pour garantir, jusqu'à la prochaine élection, garantir évidemment son fonds de pension garanti par le gouvernement fédéral lorsque tu as fait 2 termes de service, donc 8 ans, 2 fois 4 ans en tant que politicien au Canada, tu as une belle retraite dorée payée à vie par le gouvernement fédéral. Donc, tu as compris que ces gens-là, au bout du compte, ont absolument rien à foutre du Canadien moyen. Ce qui est important pour eux, c'est de compléter le terme pour recevoir leur... sachant très bien que d'une manière ou d'une autre, nous avons atteint une étape, Pierrot, où ils ont détruit leur parti politique. Je veux dire, ça va prendre quoi, 15-20 ans avant que les gens revotent libéraux. Ça va Mhm. reprendre 15-20 ans avant que les gens votent pour le Parti néo-démocrate. Et on le voit par les sondages où actuellement, là, le Parti conservateur ici au Canada a la forte cote, mais ce sont des libéraux light en ce qui me concerne, donc très Mhm. poussés encore sur le socialisme. Il n'y a rien tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas Trump qui va vraiment démontrer au monde entier les vraies politiques de coupure. On met les bureaucrates à la porte comme Javier Milei l'a démontré avec l'Argentine dans les derniers mois. Les Canadiens sont polis, sont sympathiques, ils restent sur la ligne de côté en se croisant les doigts, mais fondamentalement, le prochain parti qui va remporter, en ce qui me concerne, ne changera pas grand-chose. Mhm. Euh, donc, ça, c'est le côté canadien des choses, Pierrot. Mhm. Si on regarde du côté plus global, tu me connais depuis longtemps, on s'est rencontrés il y a plusieurs années en arrière.
mon analyse globale des marchés, au-delà de la politique, ben, c'est simple. Lorsque les gens ont de plus en plus de difficultés à mettre de la bouffe sur la table pour nourrir leur famille, ben, la frustration augmente et on veut du changement. Et est-ce que les gens pour qui les nouveaux partis veulent voter vont vraiment faire ce changement-là? Ça reste à déterminer. Mais pourquoi on est en train de voir une grogne augmenter? C'est tout simplement parce que l'économie n'est pas aussi bonne que ce que les gouvernements et les médias veulent nous dire. Et on n'a qu'à regarder en ce moment le comportement du dollar américain face aux devises internationales, où le dollar est en train de fortement être en hausse. J'ai toujours dit, et je continue de croire, puis j'aimerais avoir ton opinion là-dessus aussi, mais moi, pour moi, le dollar américain, c'est le dernier des devises papier à tomber. Et ce qu'on est en train de voir en ce moment, ben, c'est l'effondrement des autres devises face au dollar qui fait que le dollar se renforce alors que le dollar canadien est en train d'imploser, puis on est en train de voir la même chose dans plusieurs autres pays. L'Europe ne va pas bien. Je pense qu'on a déjà déterminé ça ensemble. Il y a quand même une force en arrière de l'Europe parce que c'est plusieurs pays rassemblés ensemble. Lorsque tu regardes une économie comme le Canada où notre productivité est complètement par terre, ben, on voit clairement que notre dollar en prend plein la gueule parce qu'on ne peut pas se adosser à d'autres pays pour renforcer en fait notre économie. Donc, vraiment, c'est ce qu'on est en train de voir et j'ai quelques inquiétudes dont je peux te faire mention ici. Par rapport au marché, par rapport à ce que l'on va voir, et bien sûr qu'on peut parler de nos valeurs refuges préférées et aussi ce qui s'en vient pour Bitcoin et les cryptos en 2025. Donc, en premier lieu, donc, de ton côté, Pierrot, quelle est ton optique par rapport aux devises fiduciaires versus le dollar américain en ce moment? Alors, il y a deux niveaux de lecture, à mon avis. Premièrement, toute devise fiduciaire qui n'est pas basée sur des éléments tangibles et qui n'est pas limitée dans sa capacité à être créée, tendra tôt ou tard vers zéro. Maintenant, de manière plus concrète et réaliste, l'euro va s'effondrer et s'effondre déjà. Il reste des valeurs refuges en Europe comme le franc suisse, mais on peut aussi se poser la question combien de temps ça va durer alors que c'est une économie qui est quand même intégrée avec celle européenne, qui politiquement, la classe politique est achetée par les mondialistes et fait tout pour mettre la Suisse sur les mêmes rails du train qui va sur la falaise, qui va tomber dans le précipice de l'Union européenne. Euh, donc, je ne crois pas qu'il y ait des valeurs monétaires très intéressantes, à part peut-être quelques niches. Il y a des pays qui ont, et traditionnellement, c'était le Canada d'ailleurs, avec des ressources, des minéraux, une valeur qui était intrinsèque. Mais ça aussi, c'est dans une balance. Si d'un côté, on a effectivement une valeur sur laquelle on pourrait baser une monnaie, et même quelque part, le dollar, c'était son armée. Eh bien, de l'autre côté, si on imprime de manière gigantesque, comme justement c'est le cas des États-Unis, qui impriment pratiquement aujourd'hui 1 trilliard tous les mois ou tous les 2 mois, forcément, on va aller où si c'est le cas du Canada, comme tu dis, une productivité qui baisse. Parce que les gens, au bout d'un moment, ils lâchent, ils font, comme disaient les Soviétiques, ils font semblant de nous payer, on fait semblant de travailler. Il reste quelques niches comme la Norvège, peut-être l'Australie. Mais aujourd'hui, on voit que partout, il y a une chute. Alors les gens, c'est très intéressant de voir les commentaires. Les gens disent, oui, le yen est sous-évalué. Mais peut-être que non, peut-être qu'il est juste en train de descendre. Et que la remontée du dollar actuel, alors ça fait 15 ans que je dis le dollar va mourir, donc j'ai tort depuis 15 ans. Mais la remontée actuelle, à mon avis, c'est un peu le chant du cygne. C'est l'espoir que Trump va changer les choses. Je ne crois pas qu'il va réussir à changer beaucoup. Peut-être un peu, c'est déjà pas mal. S'il peut nous empêcher de faire des guerres et sauver un peu quelques mois, quelques années, l'Union américaine, ce serait, enfin, les États-Unis, Amérique, ce serait déjà pas mal. Mais je pense que les forces contre lesquelles il va lutter ou il lutte, à moins qu'il ait déjà passé un deal avec elles, elles Mhm. sont déjà très. Il y a une inertie qui est tellement grande. Il n'a pas réussi la première fois. Là, bien que plus expérimenté et ayant compris, je ne suis pas sûr. Le changement doit être tellement radical que je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Donc,
À mon avis, il faut fuir les monnaies, il faut fuir je ne donne pas de conseils, je ne suis pas voilà, un conseiller ou quoi que ce soit, ce n'est que mon avis personnel. Je pense qu'il faut éviter les monnaies parce qu'avec l'inflation, soit c'est la monnaie, parce que c'est bien que le dollar prenne 3, 4, 5% en quelques semaines sur les autres devises, mais si les prix augmente, si l'inflation explose, et comme elle a l'air d'être le cas, et on sait, et on sait, je termine avec ça, pardon, c'est moi qui devrais t'interviewer, Ouais, pas de mais souci. si en plus on devait calculer l'inflation d'aujourd'hui avec les mêmes méthodes avec lesquelles on calculait l'inflation à l'époque de la dernière très grande crise des années 70, des années 70, on aurait aujourd'hui des inflations de 25 à 30% tous les ans, depuis 4 ans. Et on voit qu'aujourd'hui, les prix sont même obligés de dire, voilà, le seuil de pauvreté aux États-Unis, c'est plus 30 000 $ de revenus, c'est passé à 60 000. Donc aujourd'hui, si on ne gagne pas 60 000 $ aux États-Unis par mois, ce qui était le prix quand il y a 40 ans, non, il y a 30 ans, en 1990, c'était le prix, c'était le salaire d'un pilote d'avion, quand même. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à vivre avec ce salaire-là aux États-Unis. On n'arrive pas à payer un loyer, à manger. Donc, il faut avoir deux jobs et c'est pas facile. Aujourd'hui, un plombier aux États, enfin, un ouvrier dans le manuel, il est tout de suite à 100, 150 000 $. Ça, c'était le prix d'un jeune cadre quand j'ai commencé dans l'industrie d'informatique il y a 40 ans, 35 ans. Donc, oui, on est face à un effondrement. Alors, tu l'as dit, c'est un peu lent, c'est vrai, mais quelque part, tant mieux, parce que moi, Mad Max, j'ai pas le physique pour être un peu tout nu dans le désert avec une voiture surpuissante. Claire, écoute, et on est actuellement dans une période de distraction intense. Tu parles de guerre, pas besoin de te dire qu'il est clair actuellement que l'OTAN cherche à provoquer la Russie justement avant le début du règne de Trump, avec des lancers de missiles, avec l'assassinat d'un général qui a été déclaré par l'Ukraine. Tu vois, ça, c'est une distraction qui peut avoir des conséquences graves. De l'autre côté, tout le monde a entendu parler des drones slash UFO aux États-Unis où ça vole à tout azimut, puis le gouvernement semble dire bah, tout est normal, on ne sait pas trop ce qu'il en est, mais tu sais, il y a beaucoup de distractions, il y a la création de la peur en arrière de ça. Il y a un état d'urgence qui a été déclaré pour une autre pandémie là, de bird flu, de grippe aviaire en Californie il y a 48 heures en arrière. Donc, on voit justement, comme tu les appelles, les mondialistes qui cherchent à tout prix, encore une fois, à créer de la déstabilité, à vraiment là, déstabiliser le système pour garder le contrôle. Euh, et en arrière de ça, ben, il y a des conséquences sociales, économiques et politiques. Et quand on regarde, tu vois, on revient aux devises, on n'est pas très différents, toi et moi. À toutes les fois où Bitcoin baisse en valeur, si on regarde versus exemple le dollar américain, là, je me dis, est-ce que c'est pas le temps de vendre une quantité, d'attendre que le prix se replie et de racheter moins cher par la suite? Tu le sais, j'ai fait beaucoup de trading dans ma vie depuis plus de 25 ans. Puis, en même temps, je me dis, oui, mais pour aller où? Je vais retourner en dollars canadiens, je vais retourner en dollars US. Rendu là, tout aussi bien d'être patient, d'attendre, parce que toutes les nouvelles sont positives du côté de Bitcoin. Les sceptiques entre toi et moi, Pierrot, aujourd'hui, doivent être confondus parce que il y a eu évidemment une guerre dans les dernières années où c'était non, Bitcoin est créé de toutes pièces, la CIA est impliquée dans ça, c'est l'État profond qui veut reprendre le contrôle. Et là, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que au niveau des pays, au niveau des provinces, des États, des communes, des municipalités, à tous les niveaux de gouvernement potentiel, là, les gens viennent de se rendre compte que Bitcoin ne peut pas être arrêté, ne peut pas être censuré, est 100% décentralisé, aucun gouvernement peut prendre le contrôle. Et au bout du compte, il s'agit d'un gouvernement qui démarre la danse pour que là, il y ait un état de panique à dire, ben là, on va bâtir une réserve de Bitcoin parce que fondamentalement, entre toi et moi, Pierrot, combien existe-t-il d'actifs sur la planète limités en nombre? Il n'y en a pas. Il n'y a rien qui nous dit que même l'or, ils n'en trouveront pas ailleurs. Il n'y a rien qui nous dit que l'argent, ils n'en trouveront pas ailleurs non plus ou autre. Bitcoin, on sait que c'est 21 millions à terme et que ça ne sera jamais 21 plus 1.
Maintenant, il y a toujours le débat de dire, oui, mais les gens peuvent embrasser une autre devise qui deviendra populaire, tout à fait légitime. Vous avez Mhm. eu Litecoin, Bitcoin Cash, qui sont des produits de dérivés de Bitcoin qui pourraient devenir importants lorsque le prix de Bitcoin continue d'augmenter. Mais actuellement, lorsque tu regardes la quantité de gens qui sont éduqués versus les devises crypto-monnaies versus la masse, ben, il y a encore beaucoup, beaucoup d'éducation à faire qui fait qu'avant que les gens se lancent à acheter du Litecoin ou d'autres produits, ils vont d'abord et avant tout se positionner dans Bitcoin. Mhm. Et comme tu le sais, et ça devient de plus en plus éminent pour ceux qui le suivent sur une base régulière comme moi, où le plan de Trump avec le Congrès américain, c'est de passer dès le premier jour de son assermentation. Il est très, très clair. D'ailleurs, ça a été encore confirmé cette semaine, où on met de l'avant une réserve de Bitcoin qui va permettre aux États-Unis de se positionner comme étant un pays important qui va embrasser Bitcoin. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir depuis les dernières semaines dans les nouvelles qui survivent? Ben, c'est pas compliqué. Le Brésil s'apprête à faire la même chose. Euh, Vous avez plusieurs municipalités, même ici, moi qui demeure en Colombie-Britannique, Pierrot, la ville de Vancouver est en train de mettre sur pied une politique à être votée pour créer une réserve de valeur sur Bitcoin. Donc, alors que au départ, Bitcoin, si tu te souviens, c'était perçu par les purs et durs de dire c'est une monnaie d'échange. Ben, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui et qu'on peut valider avec certitude, c'est que Bitcoin est en train de se présenter comme une valeur refuge. Les gens achètent Bitcoin pour les préserver sur le long terme et non pour les vendre, Ouais, ayant compris que la valeur ne peut qu'augmenter à travers le temps. Et lorsque nous avons les réseaux sociaux qui poussent le narratif et les médias de masse qui eux aussi aujourd'hui pousse le narratif de présenter Bitcoin comme étant une valeur refuge et non une monnaie d'échange, ben, je pense que là, on est en train de voir le succès qui est en train de se mettre en place et le mouvement qui va se poursuivre. Donc, écoute, j'en ai beaucoup à dire, mais si c'est valide, encore une fois, si tu permets des données pour tes Mhm. abonnés, comme tu le sais, Pierrot, à chaque 4 ans, il y a la coupure de la possibilité de minage de Bitcoin. Et ça, je ne sais pas jusqu'à quel point tu as poussé cette discussion-là avec tes abonnés. Est-ce que les gens sont un peu au courant de comment Bitcoin fonctionne? Parce que je ne veux pas perdre le temps de personne non plus. Non, pas trop, parce que nous parlons plutôt de survie, mais j'essaie quand même de parler de survie financière, de survie du patrimoine à la marge, parce que bah, depuis maintenant 4 ans, 5 ans, j'ai commencé à accumuler du Bitcoin. Ouais. Euh, au full disclosure, ma moyenne d'achat, c'est 40 000 $. Donc, voilà. Et parce que j'ai acheté quand c'était haut, puis c'est redescendu, puis ensuite c'est remonté. Et bref, mais en fait, ma manière, c'est de mettre un petit peu d'argent tous les mois dessus parce que, voilà, c'est mes économies. Et, Ouais. euh, et j'en achète encore. Et voilà, donc je ne suis pas un trader où j'achète, je revends. Des fois, je dois vendre. Hein, quand je dois payer mon divorce, je vends. Mais ça va, c'est maintenant que je devrais le faire. Donc, j'ai réussi à temporiser un petit peu. Et c'est vrai que la compétence financière, malheureusement, elle n'est pas enseignée à l'école. Moi, j'ai eu de la chance d'apprendre des choses assez jeunes, mais ce que j'ai appris quand j'étais jeune, c'était la finance de papa. C'était faut acheter des obligations, il faut acheter de l'immobilier, et il faut avoir des actions dans des blue chips qui fonctionnent bien. À l'époque, c'était AT&T aux États-Unis, Coca-Cola, enfin des trucs qui donnent des dividendes à la Warren Buffett, finalement. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Mais quand on constate depuis maintenant plus que 10 ans, en fait, que entre taux d'intérêt négatif et aussi un pump de la Fed et des différentes banques centrales qui achètent et qui poussent les niveaux des actifs vers le haut, euh, alors que l'économie, et là on a tous les indicateurs qui clignotent au rouge, c'est la centrale de Tchernobyl qui clignote, toute l'économie est de plus en plus catastrophique. On a quand même des marchés qui montent, qui montent, qui montent. On a des bulles spéculatives, peut-être, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être la plus grande bulle spéculative de tous les temps, mais elle n'est pas dans Bitcoin, elle n'est pas dans l'or, elle est dans le marché des actions. Et puis, comme on disait encore avant de démarrer,
les obligations qui sont censées être le truc le plus sûr, parce que qu'est-ce qui peut arriver au gouvernement américain? Qu'est-ce qui peut arriver au gouvernement français, ou suisse ou allemand? Bah, aujourd'hui, il peut arriver beaucoup de choses. Et acheter de la dette qui est rémunérée 1% en Suisse, 4% aux États-Unis, ou même il y a quelques années à moins 1% dans certains cas, en fait, c'est devenu très risqué. Moi, j'ai pas envie d'avoir rien à voir avec, je veux plus rien avoir avec les gouvernements, leurs banques, leurs banques centrales, les bonds. Je veux plus avoir à faire avec ça. Et aujourd'hui, on a quand même des entreprises qui empruntent sur des marchés à 1, 2, 3% pour acheter du crypto. C'est incroyable pour placer Oui. leur liquidité dans du crypto. Euh, C'est carrément, Pierrot, il y a deux points hyper importants dans ce que tu viens de mentionner que je veux partager avec ta communauté. Premièrement, on va parler des obligations parce il y a deux facettes en fait à ce que tu mentionnes, ok, qui sont absolument véridiques. Mais je vais juste compléter vers Bitcoin. Ensuite, on pourrait y passer tout à si tu fait, tout à permets. fait. Donc, écoutez, simplement, c'est qu'à chaque 4 ans, la quantité de minage disponible diminue de 50%. OK? Ça, c'est dans le logiciel de Bitcoin depuis le jour 1. Et ce qu'on a vu historiquement, c'est qu'à chaque 4 ans, lorsqu'il y a l'étape du halving qu'on appelle, c'est-à-dire à un certain moment donné spécifique dans la chaîne de blocs, il y a 50% moins de Bitcoin de disponible pour miner. Donc, on a une diminution de la quantité de Bitcoin minable alors que la demande explose de l'autre côté. Donc, tu comprends pourquoi le prix doit continuer de monter. OK? Ce qu'on sait de l'historique, c'est que lorsqu'il y a ce halving-là, qui, en passant, le dernier cycle s'est produit en avril 2024, dans les mois qui suivent, on a la zone banane, c'est-à-dire vraiment la zone d'explosion de valeur qu'on a vue en 2017-2018, qu'on a vu auparavant et qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc, si on regarde uniquement l'historique du comportement de Bitcoin, OK, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que il y a eu, on a passé de 70 000 à 105 000 dollars US en très peu de temps, hein, dans moins de 2 mois. Et là, on s'en va jusqu'au mois, et retenez bien les dates ici parce que c'est important. Ce n'est jamais une certitude dans les marchés boursiers, n'est-ce pas? On comprend bien que ce ne sont que des tendances, ce n'est pas des certitudes. Mais si on regarde l'historique, on va avoir une poussée haussière absolument astronomique de Bitcoin et des crypto-monnaies avec tout ce qu'on a énuméré comme étant les raisons au fil des dernières minutes. Pourquoi? Et tout ça va se dérouler jusqu'en septembre-ish 2025 ou septembre-octobre. On va avoir un sommet historique dans Bitcoin et de là, il y aura une correction majeure, comme nous l'avons vu dans le passé. Et ensuite, une accalmie, consolidation pendant 2, 3 ans jusqu'au prochain halving qui va repousser Bitcoin encore à des nouveaux sommets historiques. Donc, nous sommes dans une période d'achat Bitcoin intéressante alors qu'il y a une adoption de la part des gouvernements et autres, d'autant plus que la demande explose et ça va continuer jusqu'en septembre. Et de là, il faudra se repositionner, que ce soit dans l'or ou dans l'argent. OK? Donc, et encore une fois, j'invite les gens à ne pas croire un foutu mot de ce que toi et moi, Pierrot, on raconte. L'idée, c'est de faire ses propres démarches. Moi, je ne fais qu'accélérer votre processus éducationnel. C'est mon travail. Pour le reste, les gens doivent faire leur propre manip eux-mêmes pour voir si ça leur convient ou non. Ça, c'était pour clore en fait sur crypto. À moins que tu aies des questions. Non, deux choses que je voulais ajouter à ce moment-là, c'est que Vas-y. je ne sais pas si c'est le cas pour toi avec tes contacts dans le monde financier au Canada ou ailleurs, mais en Suisse, on a quand même pas mal de banquiers qui commencent, comme il y a peut-être 3 ou 4 ans, qui avaient commencé à timidement parler à leurs clients, à leurs gros, même plutôt les gros quand même, hein, pas les petits, les conseillers de clientèle dans les banques qui suggèrent de prendre peut-être 0,5 ou 1% du portefeuille en crypto sous forme de ETF, sous forme pas en direct parce que la banque ne peut pas le faire pour ses clients, mais en ETF, puisqu'il y en a aujourd'hui de plus en plus disponibles, avec tous les avantages et les inconvénients et les dangers aussi qu'à terme, les ETF, comme sur l'or, en fait, ils drivent beaucoup le prix. Mais en tout cas, ça, c'est un premier positionnement. Et le deuxième positionnement, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu
dans les bulles spéculatives dans le passé, Internet, avec d'autres, c'est que quand ton chauffeur de taxi, c'est pas encore tout à fait le cas, mais ça commence. Quand ton Ouais. chauffeur de taxi ou ta femme de ménage commence à te parler en te disant, ou le barman, le soir, tu vas au bar, tu prends un verre, et le type il dit alors, tu as vu Bitcoin aujourd'hui, c'est monté, etc. Bon, le jour où vous allez voir ça, mais peut-être que c'est septembre, c'est l'année prochaine. Le jour où le petit, il commence à te dire, je viens d'acheter 10 000, j'ai mis toutes mes économies, 10 000 euros dans Bitcoin, et puis ça a doublé parce qu'on est à 800 000 maintenant. Le prix est passé de 400 à 800 000 dollars le Bitcoin. Aujourd'hui, il est à 100 000, mais tu vois, si Trump effectivement injecte 200 milliards en Bitcoin comme il le prévoit de le faire en janvier, ça fait mathématiquement le prix est à 800 000. Hein. Maintenant, est-ce que ce sera ça? Est-ce que ce sera pas ça? Peu importe. Mais vous voyez, les gens qui vont commencer à se dire, ah, je mets 10 000 et ils prévoient, je mets l'argent de ma retraite, je vais pouvoir m'acheter une maison dans 2 ans. Et ça, c'est le moment de fuir le marché. Ça, c'est le moment où il faut partir. Parce que ça, c'est que le plumage va bientôt commencer. Ouais. L'extermination du petit va démarrer par les grands. Mais tu as raison, pour le reste, oui, on a potentiellement, en tout cas sur le papier, Ouais. statistiquement et logiquement par rapport au halving et la demande qui augmente, on a potentiellement une année 2025 qui va être encore plus spectaculaire que 2024. Mais Ah, ça, absolument, Pierrot. Puis tout est relié à ce qu'on a mentionné un peu plus tôt. C'est que depuis le début de son existence, Bitcoin, la volatilité, les hausses et les baisses très volatiles étaient dirigées en grande majorité par les petits investisseurs, les premiers, les initiés. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose. Là, on est rendu au niveau institutionnel. Donc, les mouvements de volatilité sont plus faibles. Lorsqu'il y a des corrections, des mouvements haussiers, c'est un peu plus linéaire au lieu d'être des baisses absolument drastiques, avec des hausses drastiques comme nous avons vécu dans le passé. Donc, encore une fois, il y a une adoption qui est mise en place par les sociétés financières. D'ailleurs, le Bitcoin, le ETF Bitcoin de BlackRock, hein, qui est la plus grande institution financière au monde, a battu son record d'adoption. C'est le ETF le plus populaire qui existe actuellement et qui a absolument explosé dans une période de temps très, très courte de la part des clients de BlackRock. Donc, encore une fois, j'espère que ça met le point sur ce que je te mentionne ici, là, où là, c'est l'adoption institutionnelle, c'est les pays, c'est les municipalités, les États, les provinces qui vont adopter. C'est plus du tout le même jeu que les petits investisseurs qui vendent et qui achètent. Donc, oui, on peut s'attendre à une valorisation intéressante en 2025. Maintenant, les vraies inquiétudes pour moi, et tu les as mentionnées d'une manière partielle, lorsqu'on voit le dollar américain prendre énormément de force, c'est d'abord et avant tout parce que les autres devises s'affaiblissent beaucoup plus rapidement. Et là, on a le signal depuis le début de 2023, le dollar américain était dans un range hein, où il demeurait toujours dans un cadre très particulier. Puis là, depuis les dernières semaines, il a vraiment explosé à la hausse versus les autres devises. Donc ça, c'est la première inquiétude à avoir en début de 2025, ce qui détermine encore une fois une augmentation de l'inflation à venir, perte du pouvoir d'achat des gens qui veulent acheter leur épicerie et autres. Le deuxième phénomène que tu as mentionné aussi, qui est hyper important, c'est la hausse des taux sur les obligations, que ce soit au niveau étatique ou au niveau corporatif. OK? Et pourquoi ça devient hyper important de comprendre le phénomène actuel? Les taux d'intérêt étaient très, très bas, Pierrot, aller jusqu'à la période de pandémie. OK? Et ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait des incitatifs au niveau des banques, au niveau des sociétés d'investissement, à acheter à très faible taux des obligations. Et ce qui s'est produit, c'est que les taux sur les obligations ont explosé depuis. On se retrouve avec des banques et des sociétés d'investissement, Pierrot, qui ont des milliards de dollars de pertes non réalisées dans leur portefeuille. Parce qu'en fait, toi, tu es une banque. Tu mhm, détiens des obligations de 10 ans de terme du gouvernement fédéral américain qui valent absolument rien en intérêt, que tu dois revendre à des clients, quand le client peut acheter la même obligation aujourd'hui
avec un rendement de 5 au lieu d'un rendement de 1,5 sur des anciennes obligations que les banques détiennent, ben, le choix est facile à faire. Les investisseurs achètent les nouvelles obligations avec un taux d'intérêt plus intéressant et ne veulent pas acheter les produits que les banques ont en main. Donc, on est dans une situation que ils gardent ça dans leur portefeuille en ce qu'on appelle des pertes non réalisées, OK? Qui ne Mhm. sont pas, encore une fois, tant que tu n'as pas vendu, tu ne subis pas la perte. OK? Mais il faut comprendre que les banques sont dans une situation absolument catastrophique parce qu'ils détiennent des actifs négatifs en revenus, qui sont des pertes lorsqu'ils seront vendus, et ils ne peuvent plus vendre ces produits-là parce qu'ils ne peuvent plus compétitionner avec les taux qui continuent d'augmenter sur les nouvelles obligations émises. OK? Donc, j'espère que ça, c'est bien compris. Maintenant, nous sommes des humains. Nous gérons des sociétés d'investissement, et là, je le dis d'une manière collective, hein, je te parle en tant qu'humain. On a une forte tendance, Pierrot, comme tu le sais, à repousser le problème à plus tard. Comme on dit en anglais, push the can down the road. Hein. On le voit au niveau politique et bien sûr, on le voit au niveau du marché aussi. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir lorsqu'on regarde les valeurs refuges en ce moment, l'or et l'argent que tu favorises tout aussi bien que moi? Eh bien, on est en train de voir exactement la même réalité. Exactement la même réalité, Pierrot, que ce qu'on vient de mentionner dans les obligations. Si tu prends l'argent, nous allons signer en fin de 2025 la 5e année de demande beaucoup plus forte que de quantité d'argent disponible pour le marché. La demande pour l'argent explose avec les nouvelles technologies, les investissements verts, tout ce qui est éolienne, batterie électrique, bon, tout ce qui va dans ce sens-là. Il y a une forte demande pour la matière, mais le prix est tellement gardé bas depuis très longtemps pour favoriser les sociétés à pouvoir continuer de pousser une économie de consommation que là, Mhm. on arrive à une période où ça fait 5 ans qu'on est déficitaire entre la quantité d'argent disponible versus la quantité d'argent demandé. Donc, un moment donné, à force de repousser le problème à plus tard et qu'on continue de matraquer les prix à la baisse, ben, qu'est-ce qui se produit? C'est que, inévitablement, les prix devront exploser à la hausse. Sinon, c'est la mort des sociétés minières. On arrête la production. Si on arrête la production, ben, il y a encore moins d'argent disponible pour pouvoir livrer la demande. Et là, Pierrot, je te donne un exemple parmi tant d'autres. Ce que nous sommes en train de voir et ce qu'on a reconnu avec notre équipe d'analystes, tu connais Éric Mermot, je sais que tu Oui. apprécies Éric énormément aussi par ses compétences et son expertise, comme moi d'ailleurs. Ce Mhm. qu'on est en train de voir, c'est que la situation où on repousse le problème à plus tard, tel que je viens de te le mentionner, on est en train de le voir dans l'uranium, on Mhm. est en train de le voir dans l'or, on est en train de le voir dans l'argent, et on a identifié à l'interne une autre matière première fondamentale au niveau économique qui est en train de se mettre dans les mêmes conditions où pour les 5 prochaines années, la production n'arrive pas à suivre la demande. Tout simplement pourquoi? Parce que les prix sont artificiellement maintenus trop bas par les produits dérivés sur les marchés. Et tout ça, à un moment donné, va créer une problématique monstre, alors que tu sais très bien que lorsqu'on dit hein, l'adage chasser le naturel, il revient au galop, inévitablement, les gens vont avoir des surprises parce que les prix devront exploser à la hausse pour être en mesure de tout simplement soutenir la demande. Mhm. Et donc, si tu me poses la question, qu'est-ce on valorise à l'interne pour 2025 en tant qu'investissement? Je suis absolument aligné avec toi. Les devises fiat, c'est terminé. Les obligations, Pierrot, qui nous ont vendues comme étant à faible risque, sont rendues des actifs, mais absolument toxiques, pour les raisons qu'on a énumérées un peu plus tôt. Et ce que nous, on surveille pour 2025, c'est les matières premières. Parce que les matières premières sont actuellement complètement sous-évaluées. Et regarde, je te fais le parallèle avec ce que tu as mentionné un peu plus tôt, Pierrot. Nous sommes au Canada un pays de matières premières. On subit les conséquences d'une perte de Mhm. productivité. Pourquoi?
parce que les prix ont été maintenus artificiellement trop bas pendant trop longtemps et que inévitablement, lorsque les prix vont reprendre leur forme pour équilibrer entre la demande et l'offre, le Canada va bien s'en tirer, l'Australie va bien s'en tirer, parce que nous sommes des pays producteurs, ce qui n'est pas le cas de l'Europe. Vous êtes des économies de connaissances, d'ingénierie, de compétences, de main-d'œuvre. Donc, c'est totalement différent, mais pour revenir à ce qu'on a mentionné, j'espère que tes gens le comprennent bien, c'est pas différent de dire apprenez à faire un jardin, OK? Et apprenez à être comment on dit ça? Autonome, en fait, hein? Ouais. Self-sustainable. Eh bien, la réalité, c'est que dans l'économie actuelle, lorsque moi je fais une analyse de l'économie, ce que je vois, c'est que les matières premières en 2025 ont la cote, ils sont complètement sous-estimés. Il est inévitable qu'ils devront reprendre de la force. Et si on a à vouloir se positionner financièrement dans des actifs aujourd'hui, c'est de déterminer les bons actifs. L'uranium devra reprendre sa forme, en exemple, parce que après avoir vu à quel point le discours des énergies vertes a été complètement tordu, et Mhm. que là, on se rend compte que les éoliennes ont une durée de vie maximum d'environ 20 ans, qui coûtent beaucoup plus cher que ce qu'ils produisent et autres. On va retourner où, Pierrot? On va retourner sur une demande d'uranium. Oui. On va retourner sur une demande d'argent pour sa conductivité électrique. On va retourner sur... Tu as tout compris. Donc, c'est ce qu'on surveille pour 2025. Bitcoin en explosion avec d'autres crypto-monnaies spéculatives jusqu'en septembre. De l'autre côté, les matières premières vont avoir la cote en 2025. Tout le reste des produits papier créés par le système bancaire, ben, on s'en éloigne le plus possible parce que c'est probablement ce qui risque de mettre l'économie encore dans une situation encore plus difficile que ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Ouais. Non, non, mais ça me paraît évident. Simplement, quels sont les écueils, quels sont les imprévisibles? C'est une question évidemment difficile parce que par définition, là, on ne prévoit pas l'imprévisible, mais quels seraient les disrupteurs dangereux que tu vois venir et sur lesquels il faut être attentif? Tu as mentionné les pandémies, mais est-ce que les gens y croient encore maintenant? Quand on dit il y a une pandémie, les gens ont l'air de dire ouais, je m'en fous. Et pareil, quand on nous met des drones, qu'on nous dit attention, les gens disent ouais, non, ça ne m'intéresse pas. Même la Troisième Guerre mondiale, les gens, et ça c'est à mon avis à tort, ne s'intéressent pas trop. Parce que la guerre donne les pleins pouvoirs à l'État. Un État qui est en guerre peut dire on ne change pas le président, même si on a un nouveau qui est élu, ou même on suspend les droits. On l'a vu pendant la crise des camionneurs au Canada, alors que c'est même pas une crise et que c'était même pas une guerre. Tout d'un coup, on est venu bloquer des comptes. En cas de guerre, on pourrait s'approprier les biens sur les comptes. Donc Absolument. là aussi, très très attention. La confiscation en échange d'un papier valeur en disant oui, oui, bah, je t'ai pris tout ce que tu as, mais je te le dois, mais après la guerre, je te le rendrai. On a déjà vu faire des nouvelles taxes, si c'est encore possible, et surtout la limitation totale de l'expression, puisque tout ce qui va à l'encontre, qui ne soutient pas la politique en cours, d'une guerre qui pourrait durer des siècles. Si c'est l'idéal de la tyrannie, c'est une guerre qui dure tout le temps, dans laquelle on ne peut pas, celui qui n'est pas d'accord est en fait un agent de l'ennemi, est un traître, est un subvertif et il n'a plus de droit du tout. Donc voilà, bref, je veux pas te. Quels sont, à ton avis, plutôt les grands écueils auxquels il faut faire attention, même d'un point de vue financier, par exemple? Le point le plus important en surveillance pour moi actuellement, là, c'est le prix du dollar américain qui pousse les taux d'intérêt sur les obligations américaines à la hausse. Parce qu'encore une fois, ça, c'est la problématique réelle. Tu sais qu'on n'a pas tout. Depuis la pandémie, Pierrot, il y a beaucoup de gens qui travaillent de la maison maintenant, ce qui rend les gouvernements particulièrement inefficaces entre toi et moi. Déjà que c'était inefficace, mais c'est encore pire aujourd'hui C'est parce que là, sûr. c'est démontré que les gens travaillent vraiment pas à la hauteur de ce qu'ils feraient s'ils étaient au bureau. Mais pour revenir à ta question, toute la problématique des loyers commerciaux dans les grandes villes nord-américaines et ailleurs n'a toujours pas été résolue. Donc, encore une fois, ça fait partie des pertes nettes non réalisées Mhm. dans les institutions financières.
OK? Ah oui. Donc, ça s'accumule. On parlait de l'argent tantôt, là. Ils ont des positions short pour l'équivalent d'environ 400 millions de dollars de positions contre la hausse du prix de l'argent. OK? C'est un secteur qui m'intéresse depuis longtemps, tu le sais. C'est pour ça que je le prends en exemple. Mhm. Mais ça ne fait que vous donner en fait l'image de ce qu'ils font à tous les niveaux. Repousser le problème à plus tard, là, c'est pas uniquement dans une structure, c'est dans toutes les structures. Donc, le problème de l'immobilier commercial n'a toujours pas été réglé. Donc, ça, c'est des pertes non réalisées dans les institutions financières qui devra être adressées probablement en 2025. Tous les produits dérivés qui ont été créés de toutes pièces pour maintenir artificiellement les produits à des prix dérisoires, pour maintenir une fausse économie en fonction, hein, alors qu'on a compris que c'est complètement mort. Mais où je mets mes yeux actuellement, c'est l'augmentation des taux d'intérêt américains. Parce que plus le taux continue d'augmenter, plus l'endettement devient important, hein, parce qu'on doit rembourser évidemment les intérêts sur la dette. Donc, plus les taux montent, plus la dette devient difficile à rembourser. Donc, on doit s'endetter davantage pour pouvoir payer la dette encore plus élevée. Et là, c'est une roue vicieuse, hein, qui se poursuit. C'est ce qu'on est en train de voir dans tous les pays de l'Occident. Puis le point culminant pour moi, c'est la hausse des taux, particulièrement le 10 ans américain, qui est le taux de référence sur les obligations américaines, les bons du Trésor. Et si ça continue de monter, ce qui semble être le cas en ce moment, Mhm. c'est inévitable qu'il va y avoir des banques qui vont faire faillite dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et que là, ça peut être l'élément déclencheur vraiment qui va faire que. Puis je vous parle vraiment juste au niveau économique, hein. Parce que tu as raison, il y a des problématiques sociales, il y a des problématiques de guerre potentielle qui peuvent être ces éléments déclencheurs-là. Si tu me poses la question au niveau économique, c'est le 10 ans, l'obligation sur les taux 10 ans qui, pour moi, est l'élément à surveiller le plus important en ce moment et qui peut être l'élément déclencheur. Et comprenons-nous bien, lorsqu'il y a une correction sévère dans les marchés, Pierrot, tout part en vrille. Ah oui. Tout part en vrille. Bitcoin va perdre, crypto va perdre, argent, or, tout va partir en dérive. Mais ensuite, il y a une recapitalisation des nouvelles valeurs perçues des institutionnels et des individus. Les gens vont se retirer, vont se ramasser évidemment avec des actifs en disant, OK, maintenant, là, je dois aller ailleurs. De quelle manière je me positionne? Et suite à cette correction-là, c'est là où on a un rebond de valeur tangible dans des actifs refuges parce que là, les gens ont perdu. Et ce qui reste, on veut le mettre en abri. Et de là où on voit l'or, l'argent reprendre sa forme, Bitcoin reprendre sa forme et autres. Donc 2025, pour moi, inévitablement, c'est une année de perturbation intense. Et ce qu'on doit surveiller, c'est ce qui se passe aux États-Unis en premier. Et pour le reste, ben, on verra. Les mondialistes se cachent en dessous d'un seul drapeau qu'on ne discutera pas aujourd'hui parce qu'on ne veut pas se mettre dans la merde. Mais c'est ces gens-là qui ont la gouverne. On va Mhm. voir quelle direction prendront-ils. Est-ce que Trump va vraiment réussir à établir ce qu'il veut faire avec ses acolytes? J'en suis pas plus convaincu que toi. Euh, il va faire des tentatives, mais le problème étant tellement profond, tellement ancré, que c'est excessivement difficile de le faire. Donc, on va voir de quelle façon tout ça va se dérouler. Alors, d'un point de vue plus humain, peut-être, Ouais. si on passe outre la finance, euh, qui est très importante, hein, l'argent est le nerf de la guerre, c'est Ouais. aussi ce qui nous fait vivre, hein, donc, c'est pas du tout. Il ne faut pas le mépriser. C'est une grande erreur de mépriser l'argent et de comment en gagner ou comment même bien choisir les vecteurs pour le protéger. Parce que C'est un outil. voilà, celui qui est, comme on parlait avant, de l'investisseur de grand-papa, qui a investi dans l'immobilier, peut-être dans des fonds immobiliers, aujourd'hui, il se fait massacrer. Pareil pour voilà, les obligations d'État, etc. Euh, Au-delà de l'argent, humainement, qu'est-ce que tu pourrais nous souhaiter ou conseiller aux gens pour 2025? Écoute, je n'ai pas la compétence en tant que survivaliste à même titre que tu peux l'avoir ou les gens que je connais dans ce domaine-là. Ce n'est pas un domaine que La j'ai. compétence, elle est là. On commence à avoir des poils blancs, des Ouais. cheveux blancs. Ça aide. C'est l'expérience.
Euh, normalement. Tu sais, il y a deux facettes au niveau humain. Je vais peut-être te surprendre un peu sur une réflexion là, qui vient juste de me passer à l'instant, versus la question que tu viens de me poser, Pierrot. Puis encore une fois, je ne fais que partager mon expérience personnelle avec tes abonnés. Je pense qu'une des choses importantes, c'est de faire une introspection de soi-même, d'abord et avant tout, pour comprendre de où on vient, puis pourquoi on pense comme ça aujourd'hui, puis pourquoi on pousse vers l'avenir. Euh, je t'explique. Personnellement, moi, j'ai vu mes parents pratiquement tout perdre il y a plusieurs années. Je t'en avais parlé déjà. Lorsque la Nortel, qui était une des plus grandes sociétés de communication au monde, mon père Mhm. était un des hauts placés de la société. Et lorsqu'il y a eu de la fraude dans la haute sphère de la pyramide et qu'ils ont manipulé les livres comptables, ben, la compagnie s'est effondrée avec tous les actifs que mon père possédait. Ouais. Et ça a été l'élément déclencheur qui a fait que pour moi, je me suis concentré toute ma vie à dire, je ne peux pas me permettre d'être pauvre. Je ne veux pas vivre ce que mes parents ont vécu, OK? Et ce qui m'a poussé vers la finance, ce qui m'a poussé à vouloir sécuriser mon aspect financier. Donc, pourquoi je te parle de ça? C'est pas nécessairement pour partager qui je suis, Martin Prescott, avec tes abonnés. En fait, les gens s'en foutent. La réalité, c'est juste de vous donner une analogie ici simple de dire pourquoi je réagis comme ça aujourd'hui, pourquoi j'ai peur de devenir riche, pourquoi et revenez dans votre passé, essayez de voir où il y a eu des moments qui ont peut-être été des traumatismes, qui vous empêchent d'être qui vous désirez être. Et ça, c'est un des premiers points que je veux. J'espère que tu l'apprécies parce que c'est peut-être un peu en dehors de la réflexion que tu avais quand tu m'as posé la question. Mais je pense que c'est une bonne période pour les gens de se dire, c'est bien beau, je suis peut-être pas positionné où je veux être dans la vie aujourd'hui. J'ai pas, je suis pas aussi avancé dans mon efficience personnelle, que ce soit en survivaliste, que ce soit du côté financier, dans mes relations amoureuses, autres. Ben, pourquoi ne pas prendre 2025 justement pour retourner un peu en arrière? Faites une introspection personnelle. Voyez ce qui cloche en vous. Ça prend énormément de courage pour le faire. Faites-le. Et ensuite, mettez en place les stratégies pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous améliorer. Vous allez être hyper content en fin de 2025 de voir les avancées que vous avez faites versus qui vous étiez à la fin de 2024. Ça, c'est le premier point que je veux amener. Le deuxième point pour répondre aussi à cette question-là, Pierrot, c'est de se dire que dois-je vraiment valoriser à travers ça et trouver un équilibre dans ma vie. Et avec tes éducations de survivalisme, j'en suis convaincu, tu mets énormément d'emphase sur l'aspect collectif, hein. Reconnaître les gens qui ont les mêmes qualités que soi, qui ont les mêmes objectifs et de vouloir s'entraider entre nous dans un contexte où, d'une manière ou d'une autre, nous sommes les mal-aimés de la société depuis la pandémie. Je pense que ça a été clairement Mhm. démontré qu'il y a ceux qui suivent la parade, et il y a ceux qui sont complètement les rebelles à l'extérieur, qui ont été pointés du doigt comme étant les responsables des conséquences de tout ce que nous avons vécu. Puis au bout de la ligne, on avait raison. Euh, donc, profitez-en si ce n'est pas déjà le cas, malgré que souvent, on n'est peut-être pas les gens les plus sociaux qu'on voudrait l'être. Euh, Pourquoi ne pas en profiter pour faire des contacts, essayer d'ouvrir la porte à des gens qui, eux aussi, sont en période d'éveil. Eux aussi sont dans une période où ils commencent à se questionner énormément sur le narratif et la propagande dont ils ont été victimes depuis les 15-20 dernières années. Et au lieu de fermer la porte, pourquoi ne pas ouvrir cette porte-là et utiliser ces échanges-là entre nous pour pouvoir justement apporter une valeur aux autres de nos compétences à nous, de notre expertise à nous et de rester ouvert au fait que ces gens-là peuvent avoir énormément de choses à partager avec nous aujourd'hui. Donc, je pense que c'est le message d'espoir qui est important et malgré tout le tumulte à venir et les années de travail qui seront nécessaires, Pierrot, pour rebâtir tout ça, hein, parce que on ne rebâtira pas tout ça en 2, 3 ans, là. Non, non. On a démoli, on a déconstruit nos sociétés. Ça va reprendre 10, 15 ans, potentiellement 20 à remettre tout ça en place. Il va falloir se lever les manches, il va falloir travailler ensemble. Mais pendant qu'on passe la période de destruction, plus que jamais, il faut rester zen, il faut rester focusé sur nos objectifs
et s'entraider entre nous avec les valeurs similaires pour être capable justement de reprendre tout ça en main. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est mon message que je veux passer parce qu'il y a de l'espoir au bout du compte. Ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est les mondialistes qui perdent le contrôle. C'est la raison pourquoi ils poussent à fond de tout bord, tout côté pour nous déstabiliser. Ça va être difficile, mais on va passer au travers parce qu'on est en train de gagner la guerre, mais c'est de la longue haleine. Parfait, ben, je n'ai rien à ajouter. C'est exactement ce que je crois qu'il faut que l'on fasse. Et effectivement, rester très optimiste au fond, parce que quand des individus qui représentent un système qui est maléfique, qui est mauvais pour nous tous, et qui est mauvais pour eux en plus à la fin, eh bien, Ouais. on peut qu'être optimiste et voilà, se retrousser les manches, comme tu dis, parce qu'il faut beaucoup travailler. C'est pas juste une promenade de plaisir, hein. Il va y avoir des difficultés, des souffrances, des choix difficiles peut-être à faire. Et il vaut mieux être entouré de gens avec qui on s'entend bien, avec qui on a du partage, du vrai partage, pas la redistribution fiscale, du vrai partage où on a un intérêt mutuel à ce que ça fonctionne. Eh bien, c'est aussi quelque chose qui nous donne du sens, et que ce soit au sein de notre famille et à l'extérieur. Et ça, c'est important. Martin Prescott, merci beaucoup. C'est un Et on se grand re- plaisir, Pierrot. Qu'importe quand ça t'intéresse et que tu sens le besoin là, d'avoir une belle conversation, je suis toujours là pour toi. Puis merci encore pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui avec tes abonnés. Merci à tous en passant. C'est vraiment apprécié. Merci à toi et à vous tous. Préparez-vous. À bientôt.